Bonjour. Bon. On attaque. On va commencer. Alors, tout le monde m'entend bien, c'est bon ? Ok, je m'excuse pour ma voix complètement éraillée. C'est pas moi qui vais le plus parler, donc bon, voilà, mais je suis vraiment désolé. Donc bonjour et merci d'être venu pour cette interview croisée d'Antoine Boza et de Laurent Escoffier sur les auteurs de jeux. Donc derrière chaque jeu de société, il y a un auteur dont le nom aujourd'hui est de plus en plus reconnu et écrit sur les boîtes de jeux. Mais qu'est-ce qu'un auteur de jeux de société ? C'est pas comme un auteur de roman, il n'écrit pas vraiment au sens littéraire du terme, il crée un jeu, c'est-à-dire à la fois l'univers du jeu et ses mécanismes, ses règles qui font souvent l'originalité de ce jeu. Comment est-ce qu'on crée un jeu ? Par quelles étapes passe-t-on avant de parvenir à l'œuvre ou au produit final ? Comment se passent les phases de test, d'équilibrage du jeu avant qu'il arrive dans les boîtes que vous trouvez chez vos vendeurs ? Et d'où viennent toutes ces idées de jeu qu'on voit proliférer aujourd'hui ? C'est toutes les questions qu'on va aborder au cours de cette interview. Donc j'ai la chance de recevoir deux auteurs de jeux de société. Antoine Boza. Bonjour. Qui est à l'origine du célèbre Seven Wonders et de plein d'autres jeux, parmi lesquels Le Petit Prince et Tokaido pour les plus récents. Takenoko Ghost Story pour les plus anciens, d'une certaine façon. Tu es également auteur de bande dessinée, de littérature jeunesse, et on aura l'occasion d'en parler. Laurent Escoffier, bonjour. Bonjour. Tu as créé Pix en collaboration avec David Frank, donc c'est le dernier né d'une longue série de jeux, parmi lesquels Bloom, Tyrus, Photoparty ou encore Colomba. Et donc tu es par ailleurs graphiste et on retrouve souvent un souci esthétique dans tes jeux dont on pourra parler, j'espère également. On va donc faire une interview croisée. Donc le principe, c'est que je vais vous laisser vous poser les questions les uns les autres, enfin tous les deux, faire à chaque fois la personne qui va interviewer l'autre. Et donc je vais m'effacer pour laisser la parole à celui qui veut parler en premier. Moi je vais commencer, ouais. Il en faut un. D'accord. Parce qu'on se connaît avec Laurent, mais on n'a jamais abordé... c'est des questions qu'on n'aborde jamais, parce qu'on entend souvent on joue, où on parle du présent et on parle rarement du passé. Et moi je me demandais comment t'étais arrivé à faire des jeux de société en fait. Tu m'as jamais dit. Je t'ai jamais dit, bah écoute, tu vas le savoir. En fait, mon premier jeu, c'était mon premier vrai jeu, pas juste une modification de règles ou autre, c'est au cours de la fin de mes études aux arts décoratifs de Strasbourg, et dans le cadre de mon diplôme. Et on avait un sujet de design qui était assez large, on pouvait vraiment traiter de design ou autour de la mise en page, autour des matières, etc. Et je me suis attelé à un jeu, un peu poussé par le prof principal qui m'avait mis là-dessus au début. J'étais un peu plus, je m'étais limité à des systèmes de mise en page de règles. Je voulais rendre des règles vraiment ludiques et agréables et pratiques et didactiques surtout. Ce qui, à l'époque, parce que là je vous parle d'un temps où Antoine était encore... oula parce que ça c'était en 91 par là, 92. 90 même, je crois. J'étais au collège. J'étais au collège, je pense. Voilà, il était au collège, il jouait à Magic, non pas encore, c'était non. Après. Au jeu de rôle au collège. Donjons et Dragons. Et donc je suis parti dans un jeu. Alors à l'époque mes préférences allaient plutôt pour les jeux abstraits. Je venais vraiment des échecs, des backgammon, des choses comme ça. Donc, et je suis toujours d'ailleurs assez fasciné par les mécaniques purement abstraites avec des règles ultra simples qui font que ça tourne quand même. Et j'ai créé un jeu qui s'appelle le jeu des temples, qui est certainement totalement pas super, enfin, qui était très loin des contraintes éditoriales parce que je n'en avais aucune vu que c'était un jeu de diplôme, donc je pouvais y aller à fond, j'avais absolument aucune limite. Bon, je connaissais absolument rien au marché du jeu, mais j'avais aucune limite, donc j'ai fait un jeu en cube d'aluminium, gros comme ça, avec un système de plateau à case mobile, qui glissait sur des rails, etc. Enfin bon, c'était un truc absolument inéditable, mais je me suis bien amusé. Et puis du coup, je suis allé au bout. C'est la première fois que je suis allé vraiment au bout d'un jeu, règles, boîte, visuel de boîte, parce que c'est une école de graphisme, donc je suis allé jusqu'à quasiment l'exécution, disons, de l'ensemble du jeu. Et ce jeu, du coup, je l'ai envoyé
à Boulogne, parce que j'ai par hasard, je pense via le panneau d'affichage des concours qu'il y avait à l'école, j'ai découvert le concours de Boulogne. Je me suis dit, bah voilà, j'ai un jeu, il est fait, envoyons-le, et j'ai gagné un des prix, donc j'étais content, je me suis dit, bah, c'est super. Et du coup, l'année d'après, bah, comme j'avais d'autres, en faisant ce jeu, j'avais d'autres idées qui étaient venues, j'ai continué l'année d'après. Et j'ai regagné. Oh, bah, c'est formidable, c'est super. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait. C'est devenu une sorte de rendez-vous. C'est vrai que le fait d'avoir gagné les 2 premières fois, c'est devenu une sorte de rendez-vous annuel où bah, ça me donnait une échéance. Ça, c'est un truc dont j'avais besoin aussi, et dont j'ai toujours besoin d'ailleurs. Et à partir de là, sans du tout chercher à démarcher parce que je connaissais pas, je me suis amélioré, mais je suis très je détestais ça, téléphoner, dire bonjour, excusez-moi d'exister, j'ai un jeu peut-être, etc. Et du coup, le concours de Boulogne, c'était parfait parce que j'avais bien vu qu'à la remise des prix, il y avait quand même des gens qui avaient l'air d'être des éditeurs qui regardaient. Et c'est comme ça d'ailleurs que mon premier jeu a été édité. C'était effectivement le deuxième qui avait gagné. Il a été édité par un éditeur qui passait à la remise des prix. Voilà. Mais moi j'ai une question pour Antoine. Parce que je sais que tu as d'autres activités à côté de la création de jeux. Mais en même temps, j'aimerais quand même bien connaître toi ce qui t'a conduit. Parce que je sais qu'au collège, tu jouais beaucoup aux jeux de rôle. Comment tu sais ça? Je le sais, j'ai mes sources. Tu es très bien renseigné. Mais peux-tu nous en dire plus? Alors moi, ce qui est marrant, c'est que je suis arrivé aux jeux de société par frustration en fait. Moi, je voulais faire du jeu vidéo quand j'étais gamin et quand j'étais ado. Je suis génération jeux vidéo. Donc moi, mon rêve de gamin, c'était de bosser dans un studio de jeux vidéo, si possible un studio japonais, parce que c'était les stars à l'époque. Et le problème, c'est que pour bosser dans le jeu vidéo, surtout au moment où je suis sorti de la fac, c'était pas facile. Et surtout, on n'embauchait que des gens qui étaient capables de faire à la fois du game design et à la fois autre chose. Autre chose étant de la programmation, du son ou de l'image, que des trucs pour lesquels je suis complètement incompétent. Moi, je voulais vraiment faire de la conception de jeu. Donc j'ai vite abandonné la piste du jeu vidéo et je me suis retrouvé à rejouer à des jeux de société avec des copains. Donc j'ai redécouvert le jeu de société. Et là, je me suis dit, c'est quand même un média super chouette parce que ça, je peux le faire tout seul chez moi, quoi. Là où je peux pas faire un jeu vidéo parce que je sais pas programmer, je sais pas me servir d'un logiciel 3D ou faire du son, un jeu de société, je peux le faire tout seul. Et j'ai commencé à faire mes premiers protos et à jouer en même temps en fait. J'ai vraiment fait les deux à la fois. Donc comme toi, je connaissais pas du tout le milieu. J'avais pas joué au Collant de Catane, j'avais pas joué à Aventurier du Rail et tout ça. Et j'ai commencé à faire mes jeux avant vraiment de connaître le milieu. Bon, tous ces premiers jeux-là sont jamais sortis parce qu'ils étaient affreusement mauvais, hein, bien sûr, mais voilà, je suis une espèce de frustré du jeu vidéo qui s'est retrouvé un peu par hasard dans le jeu de société. Et comme c'était un milieu sympa, avec une ambiance assez agréable, contrairement aux jeux vidéo où il y a beaucoup d'argent en jeu et du coup les relations entre les gens sont un peu, on va dire, amoindries par le business, le jeu de société c'est un média qui m'a tout de suite bien plu parce qu'on rencontre les gens, on joue, ça se passe bien et on travaille ensemble. Et du coup, depuis, je suis resté, voilà. Encore un peu, on verra. C'est à moi de poser une question. Ouais. Si j'ai bien compris le but du jeu, on alterne. Je vais pas regarder la question là. Moi, je vais te demander en fait dans quelle mesure ta formation professionnelle est un atout où tu me diras un handicap quand tu fais un jeu ou quand tu travailles avec un éditeur. Parce que souvent, c'est là que ça peut coincer. Moi je suis graphiste, donc c'est vrai que je travaille facilement avec les logiciels de mise en page et de retouche photo, etc. Donc c'est sûr que pour faire le prototype, c'est très, très pratique. Et c'est vrai que la présentation, même si les éditeurs ont beau dire qu'ils voient l'idée, ils s'en foutent de la beauté du prototype, d'expérience, c'est toujours mieux quand il y a un prototype un peu sympa. Ça facilite la prise de contact et c'est toujours mieux perçu. Et même, je pense que ça influe, même inconsciemment, les éditeurs sur leur choix d'éditer ou pas. C'est vrai que quand je travaille et de mes prototypes, comme je pousse un peu la forme, je me pose déjà des questions d'ergonomie, souvent. C'est-à-dire que
Et ces questions d'ergonomie, elles sont pas sans influence sur le jeu. Parfois, il y a des effets retour sur le jeu en lui-même qui font que je pense toujours à comment rendre les informations les plus accessibles, les plus simplement, les plus rapidement assimilées, etc. Donc c'est utile. Après, j'ai pas énormément fait éditer de jeux, eu de jeux édités, mais si je peux, par rapport aux éditeurs, effectivement, les éditeurs n'ont pas toujours une exigence la même exigence que moi, ou pas les mêmes goûts tout simplement, ou pas les mêmes. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de pas mettre mon grain de sel. Voilà, j'ai une tendance quand même à emmerder les éditeurs. Je peux pas le dire. Mais, ou en tout cas à leur conseiller peut-être que ça peut être amélioré ou que ça peut être un peu différent. Voilà. Bon, sinon, non, ça reste, comme disait Antoine, ça reste un milieu quand même assez très sympathique et où l'argent n'a pas tout corrompu. Et c'est vrai qu'on se parle. Donc à partir du moment où on se parle, alors, parfois on peut avoir des désaccords, mais généralement, voilà, il n'y a pas de souci. Ai-je bien répondu à ta question, Antoine ? Tout à fait. Et oui, donc tu disais tout à l'heure, tu parlais de jeux vidéo, mais donc finalement, tu es revenu un peu vers le jeu vidéo parce que j'ai cru comprendre que tu avais encore à faire avec le jeu vidéo. Ah oui, je suis quand même un frustré, donc j'ai pas lâché l'affaire. Donc voilà. Du coup, je retravaille un peu en jeu vidéo parce que du coup, les petits studios indépendants commencent à fleurir, donc du coup, on peut se retrouver à bosser. Et j'ai gardé des contacts. Et du coup, je bosse sur des petits projets, mais de gens que je connais, quoi. Donc du coup, voilà. Donc je fais un peu de scénario, un peu de game design, mais je fais presque ça. Du coup, c'est devenu un hobby, là où à la base, je voulais en faire un boulot, quoi. C'est un peu inversé, quoi. Le jeu de société est vraiment mon boulot, et finalement, faire du jeu vidéo, c'est devenu mon hobby. Mais du coup, j'apprécie d'autant plus parce que tant que ça reste un hobby, c'est quand même beaucoup plus agréable en fait, même quand on fait des jeux. Alors, moi, je précise juste à ce stade que Antoine est professionnel en fait du jeu. Moi, c'est un peu mon hobby. Voilà. C'est que je n'ai pas réussi à en faire un. Et c'était ma question suivante. Merci. J'allais dire quel temps et quelle part de ta vie professionnelle occupe la création ludique. Et ben, merci pour la transition. Et ben la nuit surtout, en fait. Alors, il se trouve que depuis 5-6 ans, je suis freelance, donc je travaille à mon compte. Ce qui est bien parce que je peux vraiment m'y mettre quand je veux, et ce qui est dangereux parce que je pourrais ne faire que ça et simplement dire à mes clients que j'ai pas le temps, et voilà. Alors que quand j'étais salarié, c'était plus simple quelque part, c'est que je pouvais, chaque temps était bien attribué. Maintenant, c'est un peu plus flou et c'est bien le souci parce que j'ai de plus en plus envie de finaliser, d'aller au bout des projets et voilà, c'est de la gestion. Mais à l'heure actuelle, non, moi je gagne pas du tout ma vie avec ça. Hein. C'est plutôt ça me prend beaucoup de temps et du coup ça me coûte assez cher en fait. Voilà. C'est bien résumé, ouais. C'est bien résumé. Alors, pour avancer un tout petit peu, on peut peut-être passer à des questions plus sur votre manière de créer des jeux à tous les deux, qui a peut-être des similitudes et aussi des différences. Donc sur la mécanique, sur le processus. Hein. Oui, voilà. Où je peux même poser la question. Antoine, par exemple, comment est-ce que tu crées un jeu ? Est-ce que tu commences plutôt à avoir une idée d'univers à l'origine ou des mécanismes un peu originaux ou quelque chose ? En prenant un exemple, par exemple, sur Seven Wonders, comment l'idée t'est venue ? Alors Seven, c'est un bon contre-exemple parce que c'est pas du tout la façon dont je travaille d'habitude, mais c'est bien. Sur Seven Wonders, c'est très bête, c'est que les groupes de jeux avec qui j'étais à l'époque, on était souvent 7 à la table et on râlait parce qu'à 7 tu peux jouer à rien à part des party games. Et bon, les party games on aime ça, mais toutes les semaines faire que des party games c'était un peu relou. Donc l'idée de base c'était de créer un jeu où on puisse jouer à 7, mais qui soit quand même un jeu de stratégie et qui ne dure pas des plombes. Parce que tu trouves des jeux où on peut jouer à 6 ou 7 en stratégie, mais il faut y jouer 4 heures et c'était pas le but. Donc l'idée est vraiment partie d'une espèce de contrainte logistique un peu stupide, c'est que on est 7 à quoi on joue à part un party game, quoi.
Voilà. Mais c'est un contre-exemple. Moi, je pars beaucoup d'une histoire que j'ai envie de raconter. Donc ça part toujours d'un thème que j'aime. Donc on reparlera du Japon, parce qu'en plus on est dans un cadre où il y a des japanophiles. Mais je pars toujours d'une histoire et d'un univers que j'ai envie de raconter. Et je pars jamais d'une mécanique. Voilà. Pour moi, la mécanique, c'est pas ce qui est important dans un jeu. C'est vraiment un outil qui va me permettre de raconter mon histoire et de proposer mon expérience de jeu. Là où il y a beaucoup d'auteurs, peut-être Laurent pourra aller dans ce sens-là, qui réfléchissent à partir d'une mécanique de jeu. Moi, c'est vraiment quelque chose qui arrive après. En fait, moi, c'est vraiment des outils. En fait, j'en ai besoin de la mécanique, donc je vais l'utiliser parce que je peux pas faire autrement. Mais c'est pas ce qui m'intéresse dans le processus de création, en fait. Moi, je pense que moi, c'est vrai que la mécanique, c'est pas tant un but. Comment dire, pour moi, c'est plutôt un besoin de partir de quelque chose. Je ressens pas le thème comme suffisamment moteur dans le processus de création en ce qui me concerne. J'ai beaucoup de mal à juste partir d'un thème et à essayer de trouver les mécaniques qui en déroulent. J'ai plus de facilité à faire l'inverse, c'est-à-dire à avoir des idées abstraites. C'est peut-être le fait que je sois vraiment arrivé dans le jeu par les jeux abstraits. Et après j'adore le moment où la mécanique fonctionne et où le thème va arriver et va sans doute va parfois tout chambouler, hein, mais aussi apporter sa touche. Parce que là, le choix des thèmes est... Il y a plus de thèmes que de... Enfin, les thèmes, ils sont faciles à trouver. Enfin, on peut faire des listes de thèmes et puis se dire, est-ce que c'est plus un jeu de bateau, est-ce que c'est plus un jeu de personnages, etc. Alors que les mécaniques, il y a aussi des systèmes, mais généralement, c'est vrai que c'est plus facile de changer le thème que de changer la mécanique, a priori. Ou alors, dit autrement, c'est mieux vu il peut y avoir deux jeux sur le même thème, mais deux jeux avec la même mécanique, c'est moins bien vu. Voilà. Et donc, j'en arrive à la question suivante. C'est donc, parlons des étapes de création. Donc, toi, tu pars du thème. Le thème, et après, comment tu trouves le mécanisme ? Très bonne question. Tu m'as laissé la question la plus difficile à exprimer verbalement, c'est bien, je suis content. Quel est ton secret ? On va revenir à des choses un peu abstraites, c'est que je vais avoir beaucoup de mal à te l'expliquer. J'étais aussi un grand partisan de les idées viennent la nuit, ou les idées viennent sous la douche, ou les idées viennent quand tu les attends pas. Moi, j'ai souvent un thème qui me tourne dans la tête pendant très longtemps, jusqu'à ce que le déclic mécanique se fasse. Et généralement, il est généré par un truc qui peut être complètement stupide. Tu vois, sur Seven Wonders, c'était vraiment... faut trouver une mécanique où on peut jouer à 7. Bon, il faut qu'on puisse jouer tous en même temps, sinon ça va durer des plombes. Donc le draft est arrivé parce que c'était une méca qui se... Mais bon, c'est pas une méca qui a été inventée. Toi, dans Seven Wonders, il n'y a que des choses qui existent ailleurs. Le draft, c'était dans Magic avant. Les ressources, ça existait dans Catan. Donc moi, il y a vraiment une grosse période de maturation où je sais que je veux raconter mon histoire. Tu vois, par exemple, pour Tokaido, il y a une première version de Proto qui avait rien à voir, qui était beaucoup plus abstraite, justement. Et je savais que je voulais raconter cette histoire-là, mais la méca, je l'ai traînée pendant très longtemps et la version abstraite me plaisait pas parce qu'elle était beaucoup trop froide. Et il y a un jour où je me suis dit, il faut juste se balader sur le Tokaido et bouger des pions chacun à son tour sur une route, quoi, et ça doit marcher par rapport à ce que je veux raconter, quoi. Mais moi, généralement, il y a une très grande période de ce que j'appelle de maturation, où j'ai l'histoire que je veux raconter, mais j'ai pas trouvé le bon outil pour la raconter. Et ça peut durer, sur Seven ça a duré 2 ans, sur Tokaido un peu plus, voilà. J'ai des jeux sur lesquels ça va durer peut-être 3-4 ans, mais à partir du moment où tu as l'idée de méca, après ça peut aller très vite, quoi. Seven c'était 10 mois de développement, intensif, mais ça a été fait qu'en 10 mois, quoi. Alors qu'il y a eu 2 ans juste pour trouver la manière dont on allait pouvoir jouer à 7 rapidement autour d'une table, quoi. Sur l'idée, maintenant c'est vrai que j'essaye de jouer un maximum de jeux du commerce pour voir ce qui existe, pour voir ce qui est à la mode, pour voir ce qui a été fait, pour essayer de ne pas retomber dans ce qui a été fait, mais quand même comprendre pourquoi les mechas qui plaisent énormément plaisent, parce que c'est quand même intéressant. Et j'ai une approche qui est beaucoup plus professionnelle, entre guillemets, qu'à mes débuts. Avant, je faisais juste les jeux que j'avais envie de faire, et puis tant mieux si un éditeur était intéressé. Maintenant, j'essaye un peu plus de faire ça de manière, on va dire, universitaire, dans le sens où je regarde vraiment tout ce qui a été fait, et j'essaye de comprendre pourquoi tel jeu plaise autant à tel type de public. Voilà. Par exemple, j'essaye de jouer régulièrement à Dominion, alors je déteste ce jeu, tu vois, mais bon, je me dis, il y a des millions de gens qui adorent Dominion.
Donc j'estime ça fait partie de mon boulot de comprendre pourquoi les gens s'éclatent à Dominion. Donc je vais y jouer avec des gens qui adorent, même si moi j'aime pas. Et je pense que t'apprends beaucoup de choses en game design quand tu fais ça. Quand tu joues à des jeux que tu détestes avec des gens que tu adores, t'apprends plein de trucs, quoi. Bon, j'aime toujours pas Dominion, mais je comprends pourquoi les gens adorent. J'ai compris ça. Est-ce que tu gagnes? Oh non, alors moi je gagne jamais. Non, mais moi ça. Jamais, non. Voilà. Je sais pas si c'était très clair, mais bon, sur l'idée elle-même, une fois de plus, j'ai pas la. L'idée, elle arrive, faut juste être patient en fait, et faut faire autre chose en fait. Elle arrive toujours quand tu penses à autre chose, l'idée, moi je trouve. Oui, j'ai quand même une question que je me pose, c'est est-ce que le jeu commence pas vraiment à naître à partir du moment où vous faites un prototype? C'est au moment où ça devient quelque chose de matériel, quand ça se matérialise. Mais ça, tu pourras peut-être y répondre, Laurent, par rapport à le jeu du temple par exemple, où justement c'est le moment où tu as tes cubes d'aluminium, etc. C'est pas à ce moment-là que le jeu commence vraiment à exister, enfin qu'il y a plus d'idées qui arrivent? Tout dépend. Moi, c'est vrai que j'ai un besoin assez rapide de tripoter du carton et de découper des trucs. Donc, j'ai un peu du mal à travailler longtemps dans l'abstrait, même si je me suis amélioré. J'ai beaucoup écouté Bruno Catala, par exemple, qui est un maître en la matière, qui arrive à faire son jeu dans sa tête et qui une fois qu'il sort le cutter, il a son proto, il n'y a plus rien à régler pratiquement. Donc moi, j'ai besoin d'un moment de fixer les choses, même si je sais très bien que je vais sans doute faire qu'une demi-partie, même pas. Mais de temps en temps, j'ai besoin d'un peu de voir des choses imprimées. Et puis après, c'est quand même assez pénible de faire un proto et de se dire qu'il marche pas. Donc bon. C'est un peu des étapes nécessaires, on avance, mais à chaque fois que je fais un proto, quand même, je compte un peu sur lui quoi, pour qu'il marche. Mais, voilà. Faut qu'il y mette du sien. Ouais. Ouais, ça sera sympa. Peut-être sur la phase de test justement de ce prototype, une fois qu'il est créé, combien de temps ça prend? Enfin, c'est un peu abstrait comme question, ça doit dépendre de chacun, mais l'équilibrage du jeu, sur des trucs assez chiffrés comme par exemple Seven Wonders pour revenir, est-ce que tout était déjà bien équilibré entre guillemets avant de commencer, ou est-ce qu'au moment où le prototype est construit, vous passez 10 mois justement à rajouter une couleur, retirer une autre couleur, changer la distribution des points? Comment ça se passe? Alors moi je travaille un peu comme Laurent sur ce point-là, c'est que je fais un premier proto très vite qui marche pas du tout. Donc du coup, il y a énormément de temps et énormément de réglages. Alors bien sûr, ça dépend des jeux. Sur Seven, c'était très long, mais comme c'était un jeu rapide, ça n'a pris que 10 mois. Mais en gros, moi, à partir du moment où j'ai trouvé la méca et le moment où le jeu est terminé, il se passe en moyenne 2 ans, quoi. Donc c'est long. Bon, après, c'est pas du plein temps. J'ai pas des testeurs disponibles 8 heures par jour. Ça serait bien, hein, mais il faut les trouver. Voilà. En gros, moi, un jeu qui est vite réglé, ça va être, on va dire, en 60-70 parties. Ça, c'est le minimum. Et ça monte à énormément quoi. Seven Wonders, on a fait plus de 500 parties et encore maintenant il y a des trucs, je me dis c'était peut-être un tout petit peu, il aurait fallu faire un petit peu plus de ça, un petit peu moins de ça quoi. Mais voilà, en gros on va dire entre 60 et pour être raisonnable 200 parties quoi, sur un jeu selon le calibre du jeu quoi. Anabi, à partir du moment où ça a marché, en 10 parties c'était réglé, voilà. Il y a des jeux, j'en suis à 200 parties, j'ai tout cassé et j'ai tout recommencé. Il n'y a pas vraiment de règle quoi. En gros, moi la règle c'est si j'ai pas fait moins de 100 parties d'un jeu, c'est que j'ai pas fini mon boulot quoi, parce que j'estime que voilà. Toi tu fais 100 parties, mais en fait si ton jeu est bien commercialisé, il y a des milliers de parties qui vont être jouées en plusieurs mois. Donc en 100 parties, tu peux pas avoir déjà tous les cas qui vont apparaître. Donc moi j'essaye vraiment d'en faire beaucoup. Après, ça devient chiant, hein, parce que quand tu t'es tapé 300 parties de Seven Wonders en 3 mois, t'en fais des cauchemars un peu, mais voilà. Donc moi, je fais beaucoup de projets en même temps. On n'en a pas parlé dans le processus créatif, mais moi, je vais travailler sur 5 à 8 protos en même temps, et par roulement. C'est-à-dire qu'à un moment, j'en ai marre et ça avance plus, je le pose dans une étagère et je travaille sur un autre sur lequel ça avance pour pas être dégoûté, pour avoir le temps de revenir avec la tête fraîche sur un vieux proto et tout, voilà. Donc moi c'est très rare que je prenne un proto que je conduise de A à Z. J'ai plutôt 5 protos, un qui s'arrête à D, un autre qui reprend à F, puis au bout d'un moment il y en a un qui arrive à Z et c'est cool, il est terminé. Et à ce moment-là je reprends un que j'ai commencé avant mais qui s'est arrêté à la lettre D. Et voilà. Je travaille beaucoup avec plusieurs projets en parallèle. Ouais. Mais je fais aussi ça parce que maintenant je fais à peu près ça à plein temps, parce que voilà, si tu as un plein temps des enfants pour mener 5 projets en parallèle,
pas facile. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est la différence entre un professionnel et un amateur. C'est que moi, un projet, c'est déjà beaucoup. Et même s'il y a plein d'idées, je suis toujours frustré de ne pas pouvoir m'y mettre, mais globalement, j'ai pas vraiment le temps de bosser 2 projets à la fois. Donc je les prends dans l'ordre et ça met le temps qu'il faut, voilà, ou jusqu'à la prochaine échéance. Ça prend du temps de toute façon. Ouais. Je crois que toutes les activités créatives, c'est vrai qu'il faut avoir le temps, faut laisser le temps autant que ça se fasse bien. Et il y a le problème des testeurs aussi. Alors, Ouais. je crois que toi, tu as un peu un petit groupe quand même assez à Moi noyau j'ai un dur. groupe hebdomadaire, donc j'ai une soirée toutes les semaines où c'est toujours les mêmes personnes et ils viennent à la maison et ils savent qu'on fait que du proto. Ils ont le droit aux pizzas offertes et au coca, mais ça fait quand même qu'une session de test par semaine et c'est ce qui limite, l'avancée sur les projets, quoi. Parce que moi, je trouve ça déjà énorme. Parce que moi, j'ai essayé un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire une par mois. Et bon, j'ai acheté les tables et les chaises, mais j'ai toujours pas réussi à faire une soirée. Enfin, si, j'en fais de temps en temps, mais j'ai pas réussi à faire des choses régulières, voilà. Parce que le reste, quoi, le reste le métier, tout ça, fait que c'est compliqué. Et du coup, moi, je me greffe souvent à des festivals ou à des moments comme ici, parce que je sais que ça, c'est plus facile à cloisonner dans mon emploi du temps. Et lorsque j'ai la chance qu'on me prête une table pour faire tourner un jeu, là, je sais que je pourrais pas être dérangé, j'ai pas mon ordinateur, je peux pas travailler. Donc là, c'est des tunnels pour moi de test. Et c'est vrai que ces dernières années, je fais ça parce que je sais que j'ai beaucoup de mal j'ai pas de testeurs, j'ai pas de groupe de testeurs réguliers et que j'ai sous la main comme ça. Donc je me promène. On a le temps, on enchaîne. Dis-nous, cadre-nous parce qu'on voit pas l'heure, nous. On peut enchaîner. Moi, je peux vous poser une question sur l'aspect collectif de la création. Parce que donc, dans la création de jeux de société, il y a l'auteur, mais il y a aussi un illustrateur, un éditeur de jeux, etc. Et c'est quoi la place de chaque personne là-dedans? Comment est-ce que vous travaillez avec, même sur le prototype déjà, est-ce que l'illustrateur, par exemple, est déjà à faire des propositions ou est-ce que c'est quelque chose qui vient complètement à la fin pour les jeux illustrés? Alors globalement, l'illustrateur, c'est le boulot de l'éditeur, hein. Donc on va dire 9 cas sur 10, quand tu signes un projet, il n'y a pas encore d'illustrateur. Sauf qu'il est exceptionnel parce que c'est quelqu'un que tu connais, que tu avais besoin de graphisme absolument pour pouvoir présenter le projet. Je pense à Dixit. Dixit, si tu n'as pas d'illustrateur, ça va être difficile de vendre le jeu à un éditeur, tu vois. Mais dans la plupart des cas, moi c'est des protos, je le fais moi-même. Et comme je disais tout à l'heure, je sais pas dessiner, je sais rien faire. Donc c'est moi je fais de la récup. Google Images est ton ami et c'est pas très très beau ce que je fais. Par contre, j'essaye que ça soit vraiment carré en termes d'ergonomie. Il faut que ça facilite absolument l'immersion dans le jeu. Donc ça, j'y accorde beaucoup d'importance. Après moi, au niveau esthétique, mes protos sont pas jolis. Et là, ça devient le boulot de l'éditeur. Moi, alors. Comment ça se passe? Une fois de plus, ça dépend des auteurs, ça dépend des illustrateurs, ça dépend des éditeurs, donc ça dépend des trinômes. Tous les cas sont différents. Moi, je sais que même si je sais pas dessiner, je suis un peu comme Laurent. Je suis vachement attaché à l'esthétisme de mes jeux. Moi, on change pas le thème de mes jeux. Si un éditeur signe un de mes jeux veut changer le thème, je vais dire non, on le fera pas ensemble parce que si j'ai ce thème-là, j'ai envie que ce thème reste. Ça m'intéresse pas que le jeu soit édité avec un thème différent. Donc moi, aucun de mes jeux n'ont changé de thème, donc j'en suis plutôt fier. Voilà, c'est une manière de travailler. Et moi, si un éditeur, comme dit Laurent, me laisse pas mettre mon grain de sel dans tout ce qui est illustrateur et illustration et ergonomie, j'avoue que je vais pas retravailler avec cet éditeur-là parce que moi, je veux pouvoir dire, je préférais que ça soit machin plutôt que truc. Là, je préférais que ça soit illustré dans un style plus comme ça plutôt que comme ça. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse dans l'édition, c'est pas tant avoir mon nom sur une boîte, c'est que la version dans la boîte ressemble à ce que j'ai dans ma tête. Et on n'en a pas parlé, mais je pense que la création de jeux, c'est un truc qui est vachement égoïste à la fin, parce que finalement, tu fais les jeux que tu as envie de faire. Et moi, en plus, j'ai envie qu'ils ressemblent à ce que j'ai envie qu'ils ressemblent. Donc, moi, je travaille avec des gens qui, du coup, me laissent voix au chapitre, quoi. Et il y a des gens avec qui ça s'est très bien passé, mais qui m'ont pas vraiment laissé dans la boucle. Et à qui j'ai dit très gentiment, ça s'est très bien passé, j'ai rien à vous reprocher, mais votre manière de travail me convient pas en termes, notamment tout ce qui est direction artistique, quoi. Parce que moi je suis aussi un dessinateur frustré, j'aurais voulu savoir dessiner et je sais pas faire. Donc du coup j'essaye de garder la main sur les illustrations de mes jeux.
Il y a aussi je pense à Tokaido où j'avais été bluffé. Les illustrations étaient vachement bien, mais je trouvais le travail de graphique, le graphisme faisait énormément. C'était peut-être, je trouve à des jeux où pour moi, qui suis graphiste, je me dis ah oui là il y a un colossal travail d'arrangement parce que c'est pas juste on commande des dessins et puis on a c'est pas voilà l'illustrateur ne fait pas tout l'aspect d'un jeu. Et moi je serais même pas comment dire dérangé qu'il y ait le nom du graphiste sur des jeux comme Tokaido. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y est pas, mais il y a un gros boulot. Alors il y a un gros boulot en amont parce que moi comme je suis pas compétent, j'essaye de trouver des gens compétents. Donc j'avais une graphiste qui avait beaucoup bossé sur le proto. J'ai présenté volontairement le prototype à Funforge parce que j'avais déjà travaillé avec lui et que je savais que justement il avait les compétences en termes de graphisme, direction artistique pour faire un produit qui allait correspondre à ce que je voulais. Donc là je fais un peu de la sélection éditoriale dans le sens où sur tel jeu je voulais que ça soit lui et pas quelqu'un d'autre. Après c'est un parti pris, quand on fait ton boulot il faut accepter aussi qu'à un moment on te dise ça va pas le faire et qu'on te ferme la porte et que peut-être un jeu sera pas édité quoi. Bon, c'est une question de choix quoi. Après. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au thème que tu choisis pour raconter une histoire, est-ce que c'est un rapport avec le fait que tu fasses de la littérature jeunesse et des bandes dessinées également, non ? Je me trompe peut-être qui se retrouvent dans ta manière de faire des jeux, selon toi ? Ouais, tout se recoupe. Moi, je voulais faire du jeu vidéo, j'aurais voulu écrire, et finalement je fais des jeux, donc j'ai tendance à faire les jeux de la façon dont j'aurais aimé travailler. Donc je pars vraiment de l'histoire. On dit souvent on part d'un thème. Moi, j'essaie plus qu'un thème, j'essaye de raconter une histoire. Toi, Tokaido, tu peux dire que c'est un jeu qui est sur le thème du Japon, mais bon, des jeux sur le thème du Japon, il y en a plein, et le Japon, tu peux faire plein de choses, quoi. Moi, je dis pas que Tokaido, c'est un jeu sur le thème du Japon, quoi. C'est un jeu dans lequel tu interprètes des voyageurs dans le Japon ancien qui relient une route historique, et voilà. Donc j'essaie vraiment de raconter une histoire et c'est aussi un peu par frustration parce que moi je voulais aussi écrire et qu'on peut pas tout faire et que très certainement j'avais pas le talent nécessaire pour en faire un métier parce qu'après tu retombes dans la question est-ce que c'est un hobby, est-ce que c'est un métier, et ça change vachement tes choix de vie quand même, donc voilà. Mais à chaque fois dans mes jeux, je te dis, je suis vachement attaché au thème et à l'histoire et on changera pas le thème d'un de mes jeux, ça arrivera pas vu que c'est mon point de départ et que je suis vachement sensible à ça, quoi. Ça se retrouve même dans les mécanismes avec Le Petit Prince, qui est quand même quelque chose de très littéraire, vu que c'est une adaptation d'un univers et d'un livre pour enfants, avec cette manière d'accrocher les choses au fur et à mesure sur la planète. Enfin, on a un peu l'impression, ça donne la possibilité aux parents qui vont jouer avec leurs enfants de raconter l'histoire. J'aime bien quand tu peux raconter une partie autrement que j'ai enchéri de 3 de plus que toi au tour 4 et ça m'a permis de scorer 5 points de plus à la fin, quoi. Tu peux raconter un jeu comme ça, moi c'est pas ce qui m'intéresse, j'ai envie de dire, j'ai envie de raconter un vrai bout d'histoire dans le sens narratif, quoi. Dans Le Petit Prince, c'est un peu un heureux hasard du design, mais j'aime bien le fait que ça ressemble à un jeu enfantin. Et en fait, c'est un jeu taquin et méchant, quoi. Parce que pour ceux qui ont lu le bouquin, tout le monde parle du Petit Prince comme un bouquin pour les enfants, mais c'est pas du tout un bouquin pour les enfants. C'est complètement fumable et c'est complètement bizarre. Et du coup, j'aime bien qu'on retrouve dans le jeu cet effet. Ça a l'air d'être un truc pour les enfants. Puis en fait, c'est un vrai truc d'enfoiré où on peut se faire des coups bien tordus et c'est pas du tout comme sur la couverture, quoi. Et je trouve que ça fait bien écho au bouquin. Et je suis assez content qu'on soit arrivé avec Bruno à ce résultat-là, même si c'est un peu les hasards du design du jeu, que c'était pas intentionnel. Je suis content de ce résultat-là. Ouais. C'est à moi de te poser une question. Je vais prendre les anti-sèches, moi je me rappelle plus des dernières. Ah, il y a une question spéciale sur toi sur mon anti-sèche. Ah merde. Ouais, on l'a déjà dit, alors je vais changer. Ah, celle-là elle est dure, je te garde la dure pour pas que tu me la poses. Est-ce que selon toi, le jeu est un médium comme le roman ou le cinéma par lequel l'auteur transmet un sentiment ou une émotion au joueur ? Nous ne sommes pas responsables des questions. Ah. Tac. Mais en fait, Antoine y a un peu répondu juste avant. Ouais, je t'aide, je suis sympa quand même. Non, mais quand il dit que, je trouve ça vachement bien, quand il dit qu'on raconte une partie et on peut se la raconter comme un moment vécu presque, ça c'est un peu c'est un peu le
le pied ultime, quoi, d'arriver à ça. Et c'est vrai qu'en y repensant, il y a pas tant de jeux qui font ça, quoi. Des histoires comme ça, des jeux comme des jeux où tu peux vraiment te refaire le film et te la raconter comme une histoire. Ouais, une partie de Loup-garou, c'est ça. Hein. C'est souvent, là, c'est typique. Là, on peut vraiment la rendre, la rédiger après. Moi, j'ai des souvenirs, parce que j'ai beaucoup joué à la Vallée des Mammouths, donc j'ai des souvenirs de parties de Vallée des Mammouths qui étaient aussi, qui pouvaient se scénariser presque. Mais après, la question, c'était quoi déjà? Attends, je la relis, hein, parce que tu me... c'est comme le roman ou le cinéma, oui, il y a des points communs. Toi qui as fait des parties games, ça transmet des émotions aux joueurs, les parties games. Moi, oui, sauf que là, c'est les joueurs qui écrivent un peu, on peut dire. On peut dire que par rapport au cinéma, le film, il est qu'à moitié écrit, quoi. Il y a juste la trame et disons que si les joueurs, ils ressortent avec l'impression d'avoir fait une petite parenthèse spatio-temporelle et puis vécu un petit truc. C'est que le boulot c'est super, c'est que c'est mieux que le cinéma même, parce qu'ils ont été acteurs, ils ont joué dans leur film, quoi. Voilà. Après, bon, c'est un long débat. Oui, je sais pas si je suis assez costaud pour aller beaucoup plus loin. Il faudrait le Dr Mops. Pour revenir sur la thématique japonaise, japonisante, ou je sais pas comment on peut dire, qui revient dans tous tes jeux. Est-ce que tu as, j'imagine du coup, un amour particulier pour ah oui, j'aimerais te donner une réponse super élaborée, mais non, une fois de plus, moi j'utilise des thèmes qui me plaisent, et voilà, je suis un amoureux du Japon depuis pas mon enfance, mais au moins mon adolescence, quoi. Donc voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai failli partir y vivre, ça s'est pas fait pour des raisons perso, mais voilà. Donc c'est un thème que j'ai beaucoup exploité, mais voilà, mais je vais changer là. J'ai changé. J'arrête un peu avec l'Asie, puis t'en as marre qu'on te pose la question. Ouais, j'ai trouvé autre chose, du coup voilà. Ça, normalement, il y en a plus trop qui sortent. Il y en a encore un, mais bon, il est pas prêt. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je pense que c'est bien résumé, c'est que c'est bêtement un processus que je trouve très égoïste en fait. Moi, si tout le monde vient me voir en me disant fais un jeu sur tel thème, ça serait chouette, je vais leur dire bah non, c'est un thème qui me plaît pas, je vais pas faire un jeu sur un thème qui me plaît pas, quoi. Donc on retombe dans un truc qui est vachement égoïste, c'est qu'on fait les jeux auxquels on a envie de jouer sur des thèmes qu'on apprécie, quoi. C'est la raison pour laquelle moi je fais très peu de jeux de commande. On n'a pas parlé de jeux de commande, je l'ai vu passer dans les questions. C'est que pour que je fasse un jeu de commande, ça veut dire qu'il faut qu'on me propose un thème sur lequel j'adhère vraiment. Mais même là, comme l'idée va pas venir de moi, je vais être moins, on va dire, moins créatif a priori sur une commande. Bon, ce qui veut pas dire que j'en fais pas. Laurent fait plus que moi, tu pourras peut-être en parler, mais voilà. Moi, une fois de plus, voilà, c'est bêtement, c'est juste égoïste, quoi. Je fais des jeux sur le Japon, pas parce que c'est à la mode, parce qu'on me l'a dit du coup, parce que le Japon est devenu vachement à la mode, donc j'ai entendu ouais mais Boza il fait des jeux sur le Japon parce que c'est la mode avec les mangas, tout ça. Bah non, c'est même pas ça, c'est que voilà, moi je suis un amoureux du Japon bien avant que la France devienne le deuxième lecteur de manga au monde, quoi, ce qui est le cas maintenant, mais c'est juste que c'est mes affinités et que tu travailles dans les processus créatifs, tu travailles sur tes affinités, quoi. Moi juste en fait je fais pas du tout de commandes. C'est d'ailleurs il y a assez peu de commandes je pense dans le milieu du jeu de société, et moi je suis vraiment pas assez connu pour qu'on vienne me chercher. Il faut vraiment que je connaisse les éditeurs, et les éditeurs ont rarement des commandes. Commande ça veut dire avoir une licence souvent, et donc avoir un jeu avoir un thème déjà à utiliser, mais non, moi c'est un peu pareil, je fonctionne aussi à l'envie, sauf que voilà, généralement mes envies c'est plus abstrait à la base, et après je cherche l'éditeur qui est le plus à même d'éditer le jeu, hein, cela dit, je comprends mieux Antoine depuis que en ce moment je travaille encore sur un jeu de commande. Alors c'est mon tout premier, c'est la première fois que j'avais aucun mécanisme, je partais pas d'un mécanisme, et donc je comprends mieux la phase de maturation du thème, parce que j'ai dû me plonger dans le thème. Là c'était sur le thème de Corto Maltese, et j'ai vraiment dû m'y plonger, mais alors j'ai lu non seulement toutes les BD, mais j'ai lu 5 ou 6 bouquins sur l'auteur, et j'ai vraiment c'était nécessaire. Et c'est vrai que
je travaille beaucoup sur commande dans mon métier, parce que je suis en tant que graphiste, mais je suis aussi directeur artistique. En fait, je travaille beaucoup pour la publicité, donc c'est des commandes très très fortes, des contraintes de temps très dures. Et c'est aussi une adrénaline que j'ai développée depuis 15-20 ans que je fais ce boulot. Donc je marche pas mal à ça. Je sais que j'arrive assez bien à savoir à quel moment faut que vraiment là maintenant faut que je m'y mette et il faut que j'aille à fond. Et c'est vrai que cette énergie qu'il y a dans les tout derniers moments, j'ai un peu besoin de ça pour aller. Je vois sur les concours notamment. Là, ça fait quelques années que j'ai arrêté de faire Boulogne, mais je l'ai fait beaucoup. Et souvent, c'était dans la dernière semaine que je donnais vraiment le coup de fouet qui est décisif, on va dire. Voilà. Mais bon, comme dans mon boulot, pour l'instant, j'ai toujours réussi à être prêt. C'est-à-dire à bien estimer le temps qu'il fallait pour être à la bourre, mais pas trop. Mais pour un thème de jeu, que là donc c'est la première fois, c'est énorme en fait. Si on veut vraiment aller au fond plonger dans le thème et remonter à la surface avec une mécanique qui est adaptée et qui est, si ce n'est original, au moins qui va comme un gant au thème, c'est énormément de boulot. Et je l'avais, je pense, assez sous-estimé au démarrage. Et donc du coup, tes prochaines créations, Antoine, tu peux nous en parler ou... Oui, je peux. Moi, j'ai beaucoup moins de projets en ce moment pour cause de jeux vidéo et surtout de paternité, mais je travaille sur des extensions aussi, donc c'est le moment de faire des jeux, les auteurs. Ouais. Avant de faire des enfants, en fait, surtout ça. C'est surtout ça qu'il faut faire. Moi, j'ai fait dans le bon ordre, donc ça s'est bien passé, mais j'ai des copains qui essayent dans l'autre ordre, ça marche pas du tout. Moi, le problème, c'est les extensions, parce que j'aime pas faire des extensions, en fait, parce que je préfère faire un nouveau projet, c'est quand même beaucoup plus excitant. Sauf que des fois, faire des extensions, parce qu'il y a des jeux qui plaisent et qu'on nous les réclame, donc on les fait. Donc là, je travaille sur extension Seven Wonders, extension Tokaido. Il y a 7 de prévu, non, pour Seven Wonders. Ouais, alors ça, c'est une annonce. Je tiens à corriger, c'est une annonce éditoriale. L'auteur n'a jamais cautionné cette annonce éditoriale. Des 7 extensions annoncées. C'est un fantasme éditorial. C'est un beau concept. Ça bouclerait. Voilà. Donc ça c'est la 3e et ça sera déjà pas mal je pense, mais voilà. Donc je travaille sur des extensions, j'ai qu'un seul nouveau projet qui est un jeu de développement avec des ressources, parce que voilà, comme ça a bien marché la première fois, je me suis dit que ça valait le coup que j'en fasse un deuxième, donc j'essaye d'en faire un très différent de Seven Wonders. Voilà, c'est un projet qui est en cours et qui est pas du tout à Boulogne, parce que moi par contre les deadlines ça me fait fuir. Même si j'ai fait Boulogne plusieurs fois d'ailleurs, avec Tokaido notamment, mais parce que le jeu était fini avant que l'annonce commence, parce que la deadline moi je peux pas. Voilà, donc j'ai beaucoup moins de projets jeux de société cette année pour cause de paternité et de jeux vidéo, mais voilà, je reviendrai plus tard. Il y a un moment aussi où moi j'ai fait vraiment que ça à plein temps pendant plusieurs années, puis c'est comme tout, quand ça devient un job en fait, au bout d'un moment ça t'amuse beaucoup moins que quand c'était un hobby. Donc il y a vraiment un moment où j'ai saturé, là, quand j'ai fait du Seven, des extensions, jouer à Seven 3 fois par semaine et tout. Les gens te disent ouais c'est vachement bien, c'est ça qui te fait vivre. Je dis ouais, je dis pas le contraire, mais ça n'empêche pas qu'au bout d'un moment c'est un taf, et au bout d'un moment, comme la plupart de tous les boulots, ça devient moins motivant et le matin t'as moins envie de t'y mettre. Et du coup tu commences à faire autre chose. Donc j'ai recommencé à faire du jeu vidéo, j'ai recommencé à jouer à Magic, grave erreur. J'ai recommencé, j'étais sous Mac, j'ai acheté un PC, donc j'ai installé Steam pour ceux qui utilisent Steam, donc grave erreur aussi, mais ça fait du bien parce qu'au niveau créativité, du coup, ton cerveau tourne plus vraiment de la même façon, et je pense que c'est bien de faire des breaks. Je parlais de maturation, c'est bien aussi de faire des breaks. Toujours faire la même chose, au bout d'un moment tu tournes en rond, quoi, donc tu reviens avec des idées qui sont peut-être pas si fraîches que ça et tout. Voilà. Donc moins de projets JDS pour résumer cette année. Donc si vous voulez encore vous poser une question à l'un ou à l'autre, je vous en prie. Sinon on peut peut-être écouter d'éventuelles questions du public. S'il y a des questions, on peut. Si on les entend. Je sais pas si on va vous entendre. Alors... On a un micro. S'il y a un micro public. Micro pour le public. Le jeune homme au rang du milieu. Ah, on t'entend pas. Non, on t'entend pas. Moi j'avais juste une question par rapport à Laurent, par rapport au Mexicain. Comment t'as commencé à faire le Mexicain, comment la jeunesse du Mexicain, quoi, voilà. Mais là tu parles d'un jeu qui est même pas à l'état de proto presque.
Mais c'est le jeu des Mexicains, vous connaissez tous, c'est un jeu qui date de je ne sais pas quelle époque, c'est le jeu on dessine des Mexicains vus du dessus. Et comme ils ont des sombreros, on voit que le sombrero, donc un Mexicain vu du dessus c'est un gros rond et un petit rond, c'est son sombrero. Et ça c'est un petit jeu, en fait c'est parti j'avais fait ma carte de vœux d'il y a 2 ans sur ce principe-là, un petit jeu de cartes. Un jeu de dessin en fait. C'est-à-dire et je me suis rendu compte en le faisant que c'était peut-être possible d'en faire un peu plus qu'une carte de vœux, donc je me suis amusé j'ai fait une grosse carte de vœux du coup, puis je l'ai envoyée et puis voilà. Et donc c'est simplement un jeu de dessin où sur chaque transparent il y a un rond, un petit, gros, où il y a des traits. Voilà. Donc il y a très peu de cartes et on dessine en superposant des feuilles transparentes. Et il faut faire deviner, on a des petites cartes qui disent... voilà, alors j'ai trouvé à peu près une 120, 130 Mexicains faisables avec assez peu de matériel. C'est pas mal. Et c'est un jeu qui probablement verra jamais le jour en tant que jeu en boîte parce que il est, d'après ce que j'ai compris, il est trop cher. C'est-à-dire des cartes transparentes, ça veut dire des cartes en plastique. Et un jeu de ce type-là, à plus de 10 €, c'est absurde. Parce que c'est vraiment un jeu d'apéro très rapide et le coût de fabrication ferait que le jeu il dépasserait cette somme. Du coup il sera probablement jamais édité comme ça. Mais on est en train de bosser avec David, mon co-auteur, pour en faire une petite appli smartphone. Voilà. Ce qui serait peut-être encore mieux parce qu'on n'a pas à manipuler et à ranger après, à trier les traits avec les traits et les ronds avec les ronds. Donc ça peut être... Est-ce qu'il y a une autre question de la part du public? Oui. Donc, une question pour Antoine. Il y a beaucoup de jeux qui, quand ils ont du succès, on voit qu'ils sont un peu copiés par d'autres. Dominion, on peut penser il y a eu Ascension, Thunderstone, etc. Comment est-ce que tu expliques que Seven Wonders n'ait jamais été copié? C'est une excellente... Alors déjà, il y a un jeu qui sort avec la même méca cette année qui s'appelle Lost Legend de Mike Elliott, qui reprend le même principe. Tu as 3 drafts, sauf que tu joues des héros qui se stuffent le long du draft et tout. Donc il y a un jeu exactement avec le même mécanisme. Là où c'est super différent de Dominion, c'est que Dominion a vraiment inventé le mot, on verra, une méca qui était nouvelle. Moi sur Seven Wonders, j'estime qu'il n'y a vraiment rien de nouveau en termes de méca. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la méca, c'est pas le truc qui m'intéresse. Ce qui marche dans Seven, c'est que l'ensemble donne une alchimie qui fonctionne et qui plaît en fait. Mais comme je disais, j'ai jamais dit que j'avais inventé le draft, j'ai certainement pas inventé la gestion de ressources, le développement et tout ça. Donc moi j'ai juste réfléchi à comment faire un jeu où on peut jouer à nombreux rapidement et qui a un minimum de profondeur stratégique. Et voilà, et les idées sont assemblées, le draft, la ressource et tout. Dominion était quand même un vrai concept novateur dans le sens où on construisait un deck, mais c'était pas la Magic, c'est qu'on le construit en cours de la partie. Donc ça du coup, et surtout dans Dominion, et c'est ce qui fait que moi j'adhère pas à Dominion, c'est un jeu qui est très mécanique justement, où il y a vraiment que le mécanisme qui fait le jeu quoi. Donc forcément il y a plein de gens qui ont dit on peut faire plein de choses avec cette méca, et du coup qui l'ont développé. Dans Seven c'est plus dur, c'est un jeu vachement plus fermé, je galère vachement plus à faire des extensions, je pense que l'auteur de Dominion fait des extensions en fait. Parce que c'est vraiment ce que j'appelle un game system. Il a dit tiens on pourrait faire un deck en cours de jeu et à partir de là tu peux faire plein de choses. Moi c'est déjà plein de mécanismes bien imbriqués, réglés comme il faut, qui font que ça marche, mais c'est vachement plus difficile je pense à décliner. Mais c'est faisable, je te dis j'attends de jouer à un jeu de Mike Elliott qui doit sortir cette année, voilà, et c'est assumé, il y a les 3 âges dans les 2 sens, on draft au fur et à mesure, on pose exactement pareil, il y a plusieurs couleurs, sauf qu'on est des héros et qu'on essaye de récupérer de l'équipement et qu'on score à la fin pareil, mais voilà. Donc c'est, ouais. Mais tu vois, Seven a vraiment rien à voir avec Dominion en fait pour moi, enfin c'est complètement différent quoi. Bonjour. Donc moi j'ai une question en fait pour tous les deux par rapport à la difficulté de la reconnaissance du statut de l'auteur de jeu en France. Très bonne question. Un petit avis sur le sujet, sachant que pour Antoine la situation est particulière parce que comme il était déjà auteur, écrivain, le problème s'est posé un peu moins avec difficulté pour lui. Voilà.
Ah, je reformule la question. Todd nous parlait du statut et de la reconnaissance de l'auteur de jeu en tant que métier et en tant que professionnel en France. Pour faire simple, ça n'existe pas, hein. On ne peut pas être auteur de jeu, c'est assez compliqué. Moi j'ai triché parce que comme j'ai fait un peu de BD et de littérature, j'ai eu le statut d'auteur via la BD et la littérature, et très discrètement j'ai passé tout ce qui était jeu sur ce statut-là. Bon, sauf qu'aujourd'hui le jeu doit représenter 95% de mes revenus, donc s'ils regardent de très près ils verront très bien que je suis pas du tout auteur de BD ni de littérature, quoi. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a un gros souci là-dessus, qui est pas tant la reconnaissance du public, parce que finalement les gens qui s'intéressent au jeu savent qu'il y a des auteurs derrière et suivent certains auteurs et ainsi de suite. Par contre au niveau institutionnel, ouais, il y a un énorme taf à faire. Et moi j'avoue que ça me fait un peu grincer des dents quand je vois qu'à l'AGSA il y a plein de métiers comme photographe, tourneur, pour lesquels on donne des statuts d'auteur et pas pour les auteurs de jeux de société, mais bon voilà. Après j'y connais pas grand chose ni en législation ni en politique, voilà. Moi j'essaye de faire ce que je peux quand il y a pour faire avancer le schmilblick. Donc les Allemands se battent pour essayer de faire avancer le statut, donc moi j'essaye de les aider dans ces cas-là. Donc à la mesure de mes moyens, je traduis en français les pétitions et les articles, quoi. Voilà, faut savoir qu'on peut pas être auteur de jeu à plein temps et déclarer. Enfin, je veux dire, si on veut faire les choses bien, si tu veux ne rien déclarer aux impôts, au fisc, ça c'est toujours possible. J'en connais, je citerai pas de nom parce que c'est enregistré. Mais si tu veux faire les choses bien et tout déclarer comme il faut, c'est un vrai casse-tête et t'es un peu obligé de tricher pour être dans la loi en fait, ce qui est un peu stupide, mais voilà. Quand c'est une activité annexe, c'est un peu différent. Oui, c'est complètement différent. Bah, moi, il se trouve que je suis à l'autre versant des AGSA, je suis à la maison des artistes, donc c'est pareil. Alors moi, mes maigres revenus sont tout à fait symboliques et donc ils s'intègrent sans souci au reste. Voilà. Mais je sais que c'est un souci. J'ai pas vraiment eu le temps, moi, de me. Désolé. Mais je soutiens la cause, hein, évidemment. Parce qu'un jour, ça va marcher. Question beaucoup plus générale. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dit « je n'aime pas jouer » ? Voilà. Qu'est-ce qu'on répondrait à quelqu'un qui nous dit qu'il aime pas jouer? Ça arrive, hein, moi j'en croise de temps en temps. Truc bateau, je leur dis en général qu'ils ont trouvé plein de jeux auxquels ils aimaient pas jouer, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un jeu qui voilà. Et en général, j'ai eu des gens pas du tout joueurs que je sentais démanger de se mettre à jouer aussi, hein. Donc j'ai vu, mais je force personne moi en général. Je lui dis c'est pas grave. Mais regarde ça quand même, observe là ce qui se passe à cette table, puis tu me diras. Ouais, moi j'ai tendance à penser, mais c'est pareil, c'est plus une conviction que c'est juste des gens qui n'ont pas trouvé un jeu qu'ils appréciaient et que tout le monde, tu dois arriver à faire jouer à peu près tout le monde. Après il y a des gens qui mettent vraiment de la mauvaise volonté. Là moi je suis comme Laurent, il n'y a pas que le jeu dans la vie, quoi. S'il veut pas jouer, il veut pas jouer, quoi. Mais si c'est quelqu'un, par exemple dans mes amis qui aiment pas du tout, c'est clair que j'en ferai un challenge personnel d'arriver à un truc où il s'amuse, quoi. Voilà. Si c'est quelqu'un que je connais, que je fréquente régulièrement, voilà. Moi, il se trouve que tous les gens que je fréquente sont des joueurs et c'est pas un hasard, c'est que la plupart des bons amis que j'ai aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés à des tables de jeu et c'est pas un hasard non plus, quoi. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de réticent, voilà. Si c'est quelqu'un que je connais, c'est clair que je vais en faire un challenge, je vais dire je vais trouver un jeu où tu vas rigoler, où tu vas réfléchir, je suis sûr qu'on va trouver, quoi. Après voilà, s'il y a des gens qui aiment pas jouer, il y a des gens qui aiment pas le cinéma, des gens qui lisent pas, ils sont pas plus malheureux que les autres, je pense. Moi, j'ai une question pour Laurent. Tu dis que en 1990, dans l'école d'art où tu étais à ce moment-là, ça avait été difficile de faire ton projet de jeu, enfin de le créer, d'être reconnu pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles d'art ou de design, il y a plus de reconnaissance pour les jeux? Je sais qu'il y a une école qui s'appelle la HEAD, ou HEAD à Genève de design, et qui fait un séminaire sur les jeux tous les ans où les gens qui ne sont pas forcément des créateurs de jeux créent des jeux, ils mettent leurs vidéos sur internet, etc. Enfin, je ne sais pas si tu es encore en lien avec les écoles de design et d'art comme les arts déco, tout ça. Mais j'ai dit que j'en avais bavé, non? Non, mais que c'était original, disons. Oui, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était tout à fait bien accueilli, hein. D'ailleurs, je sais qu'il y a eu d'autres projets après de jeux. Par rapport à une formation, tu veux dire ou même que les gens s'intéressent plus à ça qu'à l'époque.
Enfin, c'est ouvert. Là, c'est vrai que je suis plus du tout en lien D'accord, avec les écoles. Je crois qu'Antoine est un peu plus tu donnes quelques cours, non, mais c'est dans le jeu vidéo, toi seulement. C'est des écoles de jeux vidéo, ouais. Mais du coup, là, un des tributs du jeu vidéo, c'est que c'est quand même le jeu vidéo qui a fait entrer le loisir, le jeu, on va dire, dans l'activité de adulte, hein, là où avant le jeu c'était quand même, en tout cas dans notre culture à nous, c'était quand même réservé aux enfants. On doit quand même au jeu vidéo qui est devenu une vraie industrie avec quand même un statut culturel à peu près revenu. Et du coup, je pense que ça a grandement aidé le jeu de société à devenir un loisir pour tous. Et pas les jeux c'est pour les enfants et après on joue plus quand on est adulte, quoi. Et ça, je pense qu'on le doit quand même aux jeux vidéo, quoi. Et il y a effectivement des formations maintenant, alors pas en jeu de société, mais il y a pas mal de formations en jeux vidéo, une fois de plus, parce que une question de taille d'industrie et d'argent, hein, bien sûr, mais on trouve des formations notamment qui ne sont pas des formations de jeux vidéo, qui font quelques modules soit de game design, soit de choses comme ça, parce qu'ils estiment que c'est une expérience intéressante au niveau créatif, au niveau graphique, ce que tu veux. C'est assez complet en fait, c'est vrai que voilà, il y a quand même une chaîne de production qui est assez complète et qui est facile à mettre en œuvre. Ce que je disais tout à l'heure, on peut le faire tout seul dans son coin, il n'y a pas besoin de maîtriser des logiciels, de savoir dessiner et tout. Donc il y a beaucoup, j'exagère un peu, il y a des formations qui utilisent le jeu de société ou de jeux vidéo sur des petits projets, parce que du coup c'est une super expérience professionnelle qu'on peut mener facilement en petits groupes de A à Z et qui est très, très enrichissante, quoi. À moindre frais, parce que c'est toujours une question de frais à la fin, quoi. Oui. J'ai une petite question concernant les droits d'auteur. En fait, je voulais savoir comment vous étiez protégé. Déjà, si vous l'étiez, et si oui, est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était après les éditeurs? Et je pense à ça sur 2 points. Les testeurs dont vous avez parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a plein de gens qui devraient être ravis de tester tout le temps. Donc, c'est que vous cherchez à protéger quelque chose, je suppose, peut-être. Et sur les autres jeux, typiquement, il y a une autre mécanique qui sort sur le principe de Seven Wonders. Donc, comment ça, c'est protégé? Voilà. Alors c'est pas protégé, hein. Pour faire simple, en gros, tu peux pas déposer une mécanique de jeu en fait. Ça n'existe pas. Tout comme de toute façon, chez nous, il n'y a pas de statut d'auteur de jeu, donc on risque pas de protéger leur travail, quoi. Donc là, très clairement, tu peux rien faire en termes à l'échelle de l'auteur. Après, ce qu'on disait, c'est un petit milieu, donc il n'y a pas trop de soucis. Il y en a, il n'y a pas trop de soucis de plagiat dans la mesure où tout le monde se connaît. Donc, et comme c'est quand même des milieux de passionnés, si tu fais une connerie, t'es vite mis au pilori devant la communauté. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas trop de soucis. Après, moi, j'ai jamais rien protégé légalement et je le ferai jamais parce que de toute façon, tu pourrais pas le faire de manière, on va dire, administrative. Et voilà, moi je pars d'une relation de confiance, j'ai toujours présenté des prototypes à des éditeurs, j'ai jamais craint que, voilà, c'est un petit milieu donc les gens, c'est très rare. Alors après il y a de la contrefaçon, c'est autre chose. Moi tu trouves Seven Wonders en chinois et on n'a jamais donné l'accord, bien sûr, quoi. Bon, parce que au niveau culturel c'est très différent sur le droit d'auteur là-bas, mais voilà. Et là une fois de plus les éditeurs font pas grand chose parce que la Chine c'est loin, c'est pas la même culture, donc ils déposent une plainte de principe auprès de l'INSEE ou je sais plus quel organisme pour dire ben voilà, on a la preuve qu'il y a contrefaçon de notre produit là-bas. Les gens font c'est d'accord, c'est bien noté et généralement ça s'arrête là, quoi. Alors sur la contrefaçon, après sur le on va dire le droit d'auteur sur les idées, c'est différent. C'est juste pas voilà. Tant qu'on n'est pas reconnu comme le statut de l'écrivain ou ce que tu veux, de toute façon, il y aura rien, voilà. Très franchement, on se prend pas trop le chou avec ça. Y a plein de jeunes auteurs qui arrivent, hein, on va me piquer mon idée, on va me piquer mes idées. Moi, j'ai vraiment entendu très peu de cas où ça s'est vraiment avéré, quoi. Oui, moi, je pense que la meilleure solution, c'est d'en parler vite à beaucoup de gens. Enfin, quand on pense avoir une idée nouvelle et qui nous paraît vraiment originale et dont on a peur de se faire piquer, il faut balancer l'info, il faut participer à des concours, voilà, ça fait des. Moi je dis Boulogne c'est mieux qu'une enveloppe solo, hein. Ça donne l'antériorité, ouais. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle ou c'est bon? Très bien, je vous remercie beaucoup tous les deux et puis le public aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup.